fondamentalement libre, intrinsèquement libre. 18 ans, tu vends ce système. Une fois que tu es sous l'eau, tu décides plus rien de concret. Bah, c'est un bon conseil que tu nous donnes là. Ça aide de pas savoir. Non, c'est vrai. Donc j'ai arrêté la recherche à ce moment-là. En travaillant beaucoup, on peut effectivement gagner un peu d'argent. Mais Alain Sigrist, tu es à Genève, tu as 59 ans, tu as fondé Swiss Booster en 2023. Mais avant ça, tu as eu aussi une vie pleine et bien remplie parce que tu as travaillé au HEG à Genève, donc dans la recherche médicale. Tu as même inventé un implant pour que les personnes sourdes puissent écouter. C'est devenu un standard mondial. Et en parallèle que tu bossais au HEG, tu as aussi fondé CartoPro en 1994. Donc c'était le premier système qui utilisait qui joignait en fait les cartes avec la position GPS. Tu as vendu ça pendant 18 ans. Et en 2011, tu fais un MBA en entrepreneuriat. Et tu as aussi été le président du réseau Entreprendre Suisse pendant 4 ans. Alain, bienvenue dans l'épisode. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter pour te présenter? merci beaucoup. Je suis très content d'être là avec toi, Giuseppe. Et puis pour moi, on peut y aller. Ouais. Super. Bah, moi, je me réjouis de cet échange parce que, comme on disait tout à l'heure en off, bah, avec le temps, on acquiert une expérience année après année. Et toi, tu Mhm. as beaucoup à partager. On va commencer à parler un petit peu de ton parcours, des choses que tu as appris dans l'entrepreneuriat. Quel est ton mindset actuel? Comment tu gères ton temps? Tu vas peut-être nous donner des conseils sur le recrutement, sur l'organisation, la gestion. Enfin, il y a Mhm. plein de sujets dont on va pouvoir échanger. Je me réjouis. Bah, commençons peut-être par ton parcours. Chez CartoPro, donc 18 ans, tu vends ce système. Peut-être tu peux nous expliquer comment tu as fait à avoir cette entreprise tout en étant salarié, comment ça s'est passé? Je pense que j'ai un caractère qui est fondamentalement libre, intrinsèquement libre. Du coup, j'ai simplement laissé libre cours à mes passions. D'un côté, il y avait la recherche qui permettait de développer les implants cochléaires pour que des personnes sourdes retrouvent de l'audition, donc un accès finalement à l'indépendance et à la liberté, des valeurs qui sont fortes pour moi. Et puis CartoPro, je suis un aventurier, j'aime les grands espaces, j'aime me confronter aux grands espaces. Et du coup, si tu pars un peu dans le désert, c'est difficile de se repérer. En général, tu te perds parce que s'il n'y a pas des, même si tu as des cartographies, il n'y a pas de route avec des villages et des repères comme ça. Donc, j'ai développé au début CartoPro, c'était pour moi. C'était pour accéder à ces grands espaces sans me perdre, pour aller plus loin. Et puis, c'est devenu un outil vraiment performant. Et je pense que c'est là qu'il y a eu un petit peu ce basculement entrepreneuriat où j'ai eu l'envie que cet outil un peu scientifique devienne utilisable pour tout le monde. Et donc, j'ai dû considérablement le modifier, l'adapter. Et j'ai commencé à le distribuer et j'ai commencé à avoir des clients. Et bah là, j'étais en mode entrepreneur après. Ok, ok, ok. Donc tu vois, je ne savais pas que c'était pas un projet d'entreprise dès le début, mais d'abord une utilisation privée, puis l'opportunité a fait que tu t'es dit, ben, pourquoi pas le vendre. C'est-à-dire que concrètement, les clients sont venus à toi sans rien faire. Comment on fait pour vendre un tel système dans les années 90? Alors, ce que j'ai fait, alors d'abord, mes amis adoraient le projet, puisqu'ils en profitaient quand on faisait des raids et des choses en Afrique ou en haute montagne. Et puis, donc, ils parlaient beaucoup du logiciel autour d'eux, ce qui m'a rapporté mes tout premiers clients. Ensuite, je suis allé dans les magasins de sport, VTT, haute montagne. J'ai commencé à donner des cours d'utilisation du GPS. Le GPS, c'était nouveau. Tous les guides de haute montagne avaient un GPS, aucun ne savait s'en servir. Et du coup, je suis parti sur, j'ai formé les gens à utiliser le GPS, puis après, ils pouvaient passer à l'étape suivante, c'est d'avoir un logiciel qui permette d'exploiter encore mieux le GPS, de sauver des points, d'avoir des cartographies, etc. Avec toute la méthode de navigation. Et en fait, du coup, ça m'a fait mes premiers clients, VTT, haute montagne. Ensuite est apparu après, j'ai créé un site internet. J'ai commencé à le distribuer en ligne. Au début, c'était assez épique, c'était assez simple. Il y avait une petite fenêtre, la licence durait un mois, et puis après, il y a une petite fenêtre qui s'ouvrait et tu pouvais acheter le logiciel. Donc, il y avait
un compte bancaire où tu pouvais verser l'argent. Et puis du coup, j'envoyais par email la licence. Ensuite, j'ai trouvé des outils pour faire des paiements en ligne. Et puis finalement, je l'ai intégré dans le logiciel. Et bah, du coup, j'ai fait tout ça, mais il a fallu aussi protéger le logiciel avec des algorithmes de cryptage pour que les gens ne puissent pas générer eux-mêmes des licences ou trouver des données dans le code. Et donc, il y a eu toute une évolution. Et finalement, je l'ai vendu sur la planète entière. J'ai des clients aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne, en Afrique, pas mal. Euh, ça a bien marché parce que c'était vraiment, c'est un outil, c'est toujours un outil, j'ai toujours des clients, hein. C'est un outil qui est pour les aventuriers, qui te permet d'aller là où tu trouves pas de carte précise, dans les grands espaces, où tu peux te perdre très facilement si tu as pas. Alors il y a des gens qui savent bien utiliser la boussole, mais c'est un peu limite quand même dans certains, dans les grands espaces. Donc le GPS c'est utile, mais il faut savoir l'utiliser. Et puis si tu as un outil, ben, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ok, donc on dit pendant 18 ans, mais en réalité, c'est jusqu'à présent, quoi. De 94 jusqu'à présent, ça fait 36 ans. Oui, sur le site, quand tu arrives sur le site, c'est marqué qu'il n'y a plus il y a plus d'activité, mais les clients m'appellent ou m'envoient des emails et je réponds toujours et je résous tous les problèmes. Excellent, excellent. Je continue le service. Ok, ok. Alors si je te posais cette question aussi des deux mondes en parallèle, donc le salariat, tu étais à 100% au HUG en tant que dans la recherche? Ouais. Oui, Et oui. alors comment on fait pour quelqu'un qui est encore salarié, puis il a son projet, il ne sait pas trop s'il peut en vivre, pas en vivre? Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là? Bah, je pense que si tu veux, moi c'était un peu particulier parce que je suis parti depuis un projet personnel. Mais en réalité, si tu veux en vivre, je pense il faut prendre une vision différente, de profiter de toutes les opportunités que tu peux avoir pour construire ton outil, de ne pas le faire seul, d'essayer d'imaginer quelque part qu'à un moment donné, il pourra évoluer sans toi. Et du coup, c'est une vision un peu différente. Hmm. Moi, c'est pas la vision que j'avais, mais c'est une vision différente et c'est aussi un autre parcours finalement. Je vois, ouais, je vois, je vois. Ce qui, en d'autres termes, avec ce projet-là, toi, tu as jamais vécu de ce projet-là en réalité. Ça n'a jamais été une entreprise Alors, qui... j'ai, alors j'avais un salaire à côté, ce qui m'a évité ce qui m'a permis de ne pas avoir besoin d'emprunter pour développer. Mhm. Mais en même temps, je travaillais le soir et le matin. Du coup, tu peux rien construire la journée parce que je travaillais, tu vois. Du coup, c'est pas la bonne méthode pour créer une entreprise. Si tu veux créer vraiment une entreprise, et je pense que, enfin, c'est certain, il faut si possible lâcher ton emploi. Mhm, mhm. Il y a toujours ce compromis, avoir un salaire, me mettre à 100% dans mon entreprise qui me rapporte pas encore, mais pour que ça marche et que ça rapporte, le mieux, c'est de te mettre à 100%, c'est sûr. Ouais, c'est intéressant. C'est un peu la théorie de celui qui brûlait ses bateaux, quoi. C'est-à-dire, j'arrive quelque part, je brûle les bateaux, je peux plus repartir, quoi. Se mettre en situation où j'ai pas de filet de sécurité, mais en même temps, certains vont dire j'ai quand même besoin d'un filet de sécurité. Ça serait cool d'avoir le chômage. Est-ce que tu as une opinion sur tout ça? Oui, ben, c'est sûr que si tu perds ton emploi et que tu es en période de chômage, c'est un bon moment pour créer une entreprise parce que tu as encore un peu un salaire pendant un petit moment et puis tu as plus de temps libre pour construire. Euh, Ça peut prendre du temps de créer une entreprise et d'avoir ses clients et que ça commence à rapporter. Et donc, il faudrait à un moment donné que tu aies ton projet et que tu aies ta volonté de créer une entreprise, même si tu es en emploi, que tu fasses mûrir déjà ton idée et puis qu'à un moment donné, tu te sépares de ton emploi pour partir sur le projet. L'opportunité, elle doit venir de toi, en fait, de ta volonté de créer quelque chose
et pas du fait que je suis au chômage et donc je pourrais créer une entreprise. Mhm. Ça marche pas très bien parce que pour devenir entrepreneur, il faut vraiment une volonté d'acier. Il faut, il faut quoi qu'il arrive, continuer. Ça marche pas, il y a que des problèmes, c'est difficile. Et pour surmonter tout ça, il faut une vraie passion. C'est clair, c'est clair. Non, tu as raison. Je profite de ton expérience parce que je sais que toi, tu as côtoyé des centaines d'entrepreneurs dans des cas bien différents, des cas de figure différents. D'un autre côté, et ça, c'est quelque chose qu'on voit peut-être, voilà, plus souvent, on le voit en réalité en France, où plein de personnes, voilà, sont au chômage et disent, voilà, je vais me mettre à mon compte, c'est ce que tu disais. Mais 18 mois, 24 mois passent vite. Les choses peuvent aller beaucoup plus lentement que prévu. Tu sais, quand on fait des business plans, on dit worst case, best case, et puis ça se Exact. passe toujours 10 fois moins bien que le worst case, et il y a 10 fois plus de soucis, et tant mieux qu'on ne le sait pas, parce qu'on est un petit peu naïf au début, et c'est bien. Ça aide de ne pas savoir. Non, c'est vrai. Voilà, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui dit, voilà, on prend ce cas de figure. Il a, comme tu disais, il a une idée, il est employé à côté, enfin, il est employé à 100%, il mûrit son projet, il dit, OK, je me lance, à partir de telle date, à la limite, dans certains cas, s'il a donné ses démissions, il n'a même pas droit au chômage, mais admettons qu'il arrive, il s'arrange pour avoir un peu de Si, chômage. si tu donnes ta démission, tu peux avoir t'as droit au chômage. Ah voilà, ok, très bien, ça, tu vois, je savais pas. Moi, j'ai jamais été employé de ma vie, donc tu vois, il y a plein de trucs que je ne sais pas. Ok. Il y a les deux, il y a les deux visions en fait. Il y a des gens qui pensent que on crée une entreprise, au petit bonheur la chance, on résout tous les problèmes et puis on verra bien ce qui se passe. Et moi, j'aime bien faire un business plan, faire une étude assez approfondie du marché. Ça vient aussi peut-être de mes racines scientifiques ou ingénieurs, mais j'aime bien savoir où je vais, avoir mes projections financières qu'il faut calculer très 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 large, avec par exemple des salaires. Moi, je mets un salaire dont j'aurais pas besoin probablement, Hmm. mais je le mets dans les projections. Parce que comme il y aura de toute façon plein de problèmes, je voudrais pas me retrouver, emprunter de l'argent et me retrouver à court de cash, parce que ça, c'est terrible. Et voilà, avancer de manière très structurée, en mesurant l'évolution de son business pour, pour savoir où on en est. Et des fois, un truc que les gens font pas, mais des fois, définir à quel moment il faut arrêter. Hmm. Mais il faut le définir avant, parce que une fois que tu es dedans, tu vas jusqu'au bout, tu coules, tu fais des dettes et c'est terrible. Alors que si tu as décidé à l'avance que une fois que si j'arrive à ce point-là, il faut que j'arrête parce que je ne pourrais pas aller plus loin, ça peut aider pour la prise de décision et de limiter les dégâts. C'est vachement intéressant. C'est un petit peu comme en bourse où tu dis, voilà, à partir de quand je dis. Et ça, tu le décides en fait en amont parce que tu es un peu moins impliqué émotionnellement. C'est un peu... Ouais, une fois que tu es sous l'eau, tu décides plus rien de concret. Alors, peut-être une question par rapport à ce business plan qui. Voilà, il y en a qui disent l'extrême, ça sert à rien, c'est que de la théorie, etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout ce qu'on met dans un business plan ne va probablement jamais se réaliser. Par contre, je pense que c'est essentiel parce que ça permet de se mettre dans l'état d'esprit. Ah ou attention, il faut que j'ai des projections sur quoi? Donc ça permet de définir les KPI. Et puis, comme tu dis, au moins comprendre les flux de trésorerie. Où est-ce que va partir l'argent? C'est les salaires? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le déplacement? Est-ce que c'est... Bah déjà, si tu veux emprunter de l'argent, on va te demander un business plan parce que Effectivement, ouais. les gens qui vont te financer, ils veulent savoir un peu quelles vont être tes dépenses, qu'est-ce que tu penses avoir comme revenu et à quel moment tu vas pouvoir les rembourser si c'est la banque ou à quel moment tu vas être autonome et donc t'autofinancer. Et ça, c'est important. Si tu empruntes de l'argent et que tu dis, OK, dans une année, je suis autofinancé, je commence à rembourser. Donc, j'ai besoin de tant d'argent pour mon salaire, pour les frais. Et si après une année, ça ne se produit pas, bah, tu n'as plus d'argent. Mhm. Et du coup, comment tu fais pour continuer? Donc, ça, c'est bien de le savoir à l'avance, c'est bien de se prévoir quelques bulles où tu as une petite réserve d'argent que tu avais prévue mais que tu n'as pas dépensé
C'est simple, hein. La plupart des entreprises, des startups qui ferment, c'est parce qu'elles ont des problèmes en besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire, à un moment donné, elles n'ont plus de trésorerie pour investir dans l'exercice suivant. Et donc, elles doivent demander de l'argent, mais le business tourne et puis les gens ne vont pas te donner de l'argent si ça ne va pas bien. Parce que forcément, même si tu as tout fait bien, mais tu as juste un peu de retard, tu te retrouves avec des problèmes financiers. Donc, ta boîte est en faillite, quoi. Potentiellement, tu vas couler. Mhm. Donc, l'image que, si tout va bien, mais l'image que tu donnes, c'est que ben, je suis en faillite, j'ai besoin d'argent. Personne ne va t'en donner. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et des fois, tu as vraiment tout bien fait. Ça peut être un fournisseur qui est en retard, ça peut être un client qui est en retard pour les paiements, pour te payer. C'est clair. Oui, alors pour les fournisseurs, il y a des trucs. Bah, tu sais, moi, ce que je fais toujours, c'est que je reçois une facture, je la paye immédiatement. Mhm. Le jour où tu as des problèmes financiers, tu as 30 jours. Tu peux payer ta facture à 30 jours, tu es toujours dans les délais. Mhm. Mais ça te fait 30 jours de finances en plus pour relancer. Enfin, ça, c'est le dernier recours, mais le fait de payer tout de suite fait que tu peux utiliser, en cas de problème, ce petit bras de levier Mhm. qui pourrait sauver ta boîte. Et puis surtout, ben, les bons comptes font les bons amis, donc quand tu es un bon payeur, les gens te font confiance. C'est très intéressant cet avantage de prendre l'habitude de payer tout de suite. Effectivement, tu te crées un mois de délai lié à ton habitude. Donc, ça, c'est très... Alors que si tu as l'habitude de payer à dernier moment, tu n'as plus cette marge. C'est très C'est ça. intéressant. Ouais. Si tu commences comme ça, c'est mal barré. Bien vu, ouais, bien vu. Quand on fait un business plan, à part, alors partons du principe qu'une personne, il y a plusieurs types de boîtes, bien sûr. Tu as une boîte qui doit développer un produit, donc souvent le développement du produit, ça peut coûter de l'argent. Mais une boîte qui va vendre des services, on va dire, à part les salaires, qu'est-ce que tu vois comme gros poste qui peut bouffer du capital? Ben, les loyers, mais dans une boîte de service, tu peux trouver des entreprises, des boîtes postales en fait, Mhm, où tu payes un service de courrier, tu as peut-être éventuellement des salles de conférences disponibles, mhm. mais tu y travailles pas forcément, donc ça te coûte pas beaucoup. Et puis ça permet d'avancer. Si tu fais du service, tu as peu de charges. Et ça c'est bien. Mais par contre, tu vas devoir recevoir tes clients quelque part, dans un endroit sérieux. Donc il faut que cet endroit, il existe. Tu ne peux pas les recevoir à la maison. Ouais, ouais, un coworking, typiquement, ça peut faire ça. Donc un coworking, ça peut le faire. Euh, Après, c'est sûr, si tu crées... Et puis là, tu n'as pas forcément besoin... Tu peux démarrer de manière organique, comme on dit, et doucement. Et tu prends l'argent qui arrive et puis tu grandis gentiment. Toujours penser quand même à garder un peu de trésorerie pour les coups durs. Et puis avancer tout doucement. Et pour la trésorerie, c'est quoi ton conseil? Parce que tu as les trésoreries ont besoin de fonds de roulement au sein de l'entreprise pour payer les salaires, même si c'est que ton salaire au début. Mais il y a aussi à titre privé, parce que l'entrepreneur, c'est un humain, lui-même, il a besoin de manger et de payer son propre loyer. Est-ce que tu as un nombre de mois que tu conseilles pour avoir une certaine sérénité? Est-ce que tu peux partager quelque chose là-dessus? Pour moi, il faut toujours. Alors, idéalement, il faudrait quand même avoir 3 mois de trésorerie d'avance. C'est-à-dire que tu pourrais ne pas rentrer d'argent, payer les salaires et tout faire en 3 mois. Mhm. Après, il faut anticiper les choses parce que si tout d'un coup ton entreprise va pas bien, il faut regarder, quand tu fais tes contrats de travail, il faut regarder combien de délais tu as pour licencier. Souvent, le problème, c'est les locaux où ils te mettent des délais de 5 ans. Bon, ben ça, tu sais que ça va pas être possible si l'entreprise tourne mal. Donc, il va falloir trouver quelqu'un qui reprend le loyer. Et dans tous les contrats, il faut faire hyper attention aux délais parce que le jour où tu dois cesser ton entreprise, tu vas devoir le faire bien avant que tu n'aies plus de trésorerie. Sinon, tu vas avoir des dettes et ça va être un problème. C'est un bon point, celui des délais, c'est un bon point. Parce que justement, grâce au bon délai, tu pourrais ne pas fermer grâce au fait que tu peux résilier changer certaines conditions, quoi. Donc, c'est important d'avoir de la trésorerie toujours. C'est clair, c'est le nerf de la guerre, l'argent. 3 mois, c'est limite, mais c'est le minimum pour moi. Ouais, 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 ouais. J'ai... Danger si tu as moins Ouais. de 3 mois. Ok, ok. Je m'attendais à ce que tu dises entre 3 et 6 mois, donc tu confirmes en fait ce fameux
Ça dépend de la proportion au risque, puis ça dépend le type de boîte aussi, hein. Si tu as 15 salariés ou si tu es tout seul, voilà, c'est différent, 3 mois et 6 mois, bien sûr. Ok, ok, ok. En 2011, je crois, malgré bah, l'expérience que tu avais déjà dans le monde du travail, tu avais fait de belles choses, plusieurs inventions, tu avais la boîte dans le monde du GPS qui fonctionnait aussi, enfin, tu avais des clients. Pourtant, tu décides de faire un MBA. Qu'est-ce qui Ah. t'a motivé de reprendre les études? Bah, en fait, à ce moment-là, j'ai quitté la recherche parce que bah, la recherche, on aurait pu continuer, mais dans d'autres domaines. C'est-à-dire les implants cochléaires, c'était commercialisé. Les enfants qui étaient nés sourds à 1 année et demie, ils avaient un implant cochléaire commercial. Tout se passait bien. Donc le projet fonctionnait, quoi. Donc j'ai arrêté la recherche à ce moment-là. Et puis, avec l'expérience que j'avais de CartoPro, je voulais créer d'autres entreprises et je voulais être libre de le faire bien. Et je voulais pas me lancer dans des beaux projets sans avoir une petite base un peu sérieuse. Et c'est pour ça que j'ai fait le MBA. Ok, ok. C'était une transition dans ma vie parce que je voulais euh, créer des entreprises et vivre de ça. Et je l'ai trouvé par hasard à l'Université de Genève. Il y avait un MBA en business development, entrepreneurship et business development. Mhm. Donc c'était juste parfait, quoi. Ok, ok. Tu as fait ça en emploi ou tu as fait ça à plein temps comme un universitaire? Alors c'est un MBA en emploi, c'est-à-dire c'est vendredi, les cours c'est vendredi, samedi, dimanche. Et donc, si tu es en emploi, tu dois libérer ton vendredi. Ton employeur doit être d'accord avec ça. Et moi, j'ai quitté. Au début, j'étais en accord avec les HUG. Euh, j'ai commencé mon MBA, puis après, j'ai quitté. La deuxième année, j'étais pas en emploi. Mhm, mhm. Alors j'imagine qu'un MBA, c'est des centaines d'heures, voire peut-être des milliers d'heures certainement même des milliers d'heures aussi de travail de personnel de ton côté et tout. C'était il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ça en a valu la peine? Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, ok. Tu as entendu parler des Ce que je projets? conseille, hmm, juste ce que je conseille aux gens qui veulent faire un MBA, c'est d'avoir un projet en parallèle. Hmm. Parce qu'on apprend tellement de choses que si tu as des exemples concrets que tu vas utiliser, tu enregistres beaucoup mieux toute cette information. Ok, ok. Donc l'idée, c'est que tu as ton projet personnel dans lequel tu appliques ce que tu vois pendant les études, quoi. Exact. Ok, Ouais. excellent, excellent conseil. Ok, ok. Et ces études que tu as fait, donc là, tu avais quoi, la quarantaine, quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu Ouais. plus, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que ça t'a apporté aussi du réseau qui t'est utile aujourd'hui, quelque chose qui va au-delà de la connaissance? Et comme tu es. Alors, moi, à l'époque, c'était des classes de 50, quasi Mhm, 50. mhm, Ben là, tu te fais un joli réseau. Euh, Sachant que dans les différents cours, tu n'es pas forcément avec les mêmes personnes. mhm, Du coup, ça t'augmente ton réseau et ça fait des réseaux qui sont très intéressants parce que pluridisciplinaires. mhm, mhm. Donc, de facto, tu sors de là avec des dizaines de contacts de personnes qui sont plus ou Ouais, moins dans le monde de l'entrepreneuriat, quoi. ouais. Ok, ok. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Ok, donc ça c'était un petit peu pour la partie parcours. Maintenant, on va revenir un petit peu sur des points que tu as mentionnés avec des questions un petit peu plus spécifiques. Tu as dit un petit peu pour CartoPro comment tu as trouvé tes premiers clients. Mais si maintenant tu pouvais revenir en arrière, tu reviens en 1994 et tu vois le Alain de l'époque, et lui il te dit, bah, écoute, finalement, moi je veux faire ça à plein temps. Donc il veut quitter les HUG, il veut faire une autre vie, il veut se lancer dans CartoPro. Quel conseil tu lui donnerais pour que le Alain de l'époque il trouve des clients? Aujourd'hui, c'est plus facile avec les réseaux sociaux et tout ça. À l'époque, il y avait pas LinkedIn, il y avait pas de tout ça. Donc, il fallait aller sur le terrain, se mettre dans des activités où, donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Après, tu pourrais le monter de manière plus forte.
en faisant des formations avec un brevet qui te permettent de vendre ton logiciel et d'avoir en même temps des rentrées d'argent qui soient plus régulières le temps que tu aies développé. Et peut-être de ne pas le faire seul. Mhm. Ça, c'est toujours une question parce que euh, moi, je dirais de ne pas le faire seul, pas dans le sens d'avoir un associé, mais dans le sens d'avoir des partenaires Mhm. pour que tu puisses séparer les tâches et puis avoir une vision holistique, complète, une vision complète de ton projet, de comment il va évoluer de manière large et d'avoir des partenaires qui gèrent des parties et qui tirent leurs bénéfices, mais qui te permettent d'avancer plus vite, d'avancer avec des gens qui ont d'autres compétences et de créer de créer de la Mhm. valeur Mhm. entrepreneuriale, quoi. Donc quelque part, de Et s'entourer en fait, de pas rester seul dans son projet. Mais ça peut être difficile pour certains hein, qui veulent garder toute la part du gâteau, ou bien qui ont de la peine à faire confiance, qui n'ont pas de réseau. moi, je le déconseille. Si tu débutes, il faut te faire aider. Alors, tu peux soit, si tu veux faire toi-même, tu construis un board. Il te faut un conseil d'administration qui puisse un peu t'orienter et t'empêcher de faire des conneries. Et qui ait surtout une maîtrise du terrain que tu n'as forcément pas quand tu commences, Mhm. eh ben, tu peux avoir d'autres idées qui rentrent dans la boucle. Mhm. Et c'est l'idée du board aussi. Oui, 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 oui. Je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense à deux choses. Je pense à ce qu'on fait nous au sein du club cartonné, de ce qui se fait aussi certainement dans plein de réseaux ou de réseaux pour les entrepreneurs, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des masterminds où régulièrement tu te vois avec des groupes des personnes à qui tu as confiance, peut-être une fois par mois, toutes les 2 semaines, tous les 3 mois, c'est égal. Et à tour de rôle, chacun va exprimer une problématique et puis avec l'intelligence collective, on va se challenger, avoir des déclics, trouver des nouvelles idées, prendre du recul, de la hauteur, etc. Ça, je pense, peut-être ce qui se fait aussi au sein du réseau Entreprendre. C'est un bon conseil que tu nous donnes là, en fait, en gros, ne pas être seul, se faire entourer d'une façon ou d'une autre avec des gens compétents. Petit aparté de ma part pour préciser que dans mon cas, de ma propre expérience, la question de la clarté stratégique et du passage massif à l'action, ce sont les deux éléments qui m'ont le plus aidé à progresser dans mes business, littéralement à briser des plafonds de verre. J'ai créé ma première boîte en 98, celle qui m'occupe actuellement en 2000, mon agence, et c'est vraiment ces 2, 3 dernières années dans le mastermind que j'ai pris conscience de tout ça. Et je t'invite toi aussi, si tu souhaites prendre de la hauteur, si tu souhaites profiter d'un petit groupe de confiance qui t'aide à te débloquer de certaines situations, à rejoindre le mastermind, en tout cas à t'y intéresser, comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça peut t'aider. Tu peux aller sur cartonnet.com, tu cherches la rubrique Mastermind, tu verras de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Peut-être que toi aussi, ça pourra t'aider à avoir plus de clarté et à passer massivement à l'action. Tu parlais dans ton business plan que tu conseilles de faire, hein, de penser au futur KPI. Si maintenant on peut prendre un exemple concret, donc on n'en a pas parlé tout à l'heure dans ton parcours, mais toi depuis 2023, donc tu as lancé Swiss Booster. Donc là, Swiss Booster, accompagnement stratégique pour aider les groupes ou les petites entreprises à partir de 20 collaborateurs, si j'ai bien compris, à faire de Minimum, l'innovation, ouais. de l'innovation. Euh, ok, toi tu lances ce service 2023, petit à petit tu te structures, tu commences à vendre tes services. C'est quoi les KPI que tu suis pour une boîte comme la tienne, qui fait du conseil en innovation stratégique? C'est quoi les indicateurs clés que tu vas suivre? Bah, les indicateurs, c'est toujours de trouver des clients, donc combien de prospects, que tu convertis en combien de clients, c'est d'avoir un peu une mécanique de ton entreprise. En principe, les KPI, tu les décides par rapport à la stratégie d'entreprise. Mhm. Donc, ils doivent te permettre de suivre ta stratégie. Alors, quand c'est une start-up, la stratégie, elle va un peu évoluer, mais donc ça va essentiellement être l'acquisition de clients, la trésorerie, des choses comme ça. Et ça n'a pas besoin d'être formel dans un.
suivant lesquels tu peux faire un graphique. Moi, si tu as fait un emprunt et que tu es, euh, dès l'instant où tu fais un emprunt, à un moment donné, tu dois être autofinancé et donc tu dois rembourser l'emprunt. Mhm. Et donc là, tu as un point clé que tu dois absolument atteindre, si possible avant. Donc là, tu as intérêt à avoir des KPI parce que dès l'instant où tu vois que tu ne vas pas dans la trajectoire qui te permet d'arriver à ce point de bascule où tu deviens autofinancé, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir prendre des décisions, peut-être de faire un deuxième emprunt, peut-être de faire rentrer un investisseur. Si tu es une société individuelle, peut-être qu'il faudra passer en NSARL pour faire rentrer des finances, tu vois, Mhm. d'avoir une autre structure. Et du coup, les KPI vont te permettre de voir si tu vas dans la bonne direction ou pas, donc si tu suis ta stratégie ou pas, et de réagir avant, en amont. Quel, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui a une typologie de boîte comme la tienne? Donc, je rappelle, toi, tu fais du conseil pour les entreprises qui ont besoin d'innover pour survivre, en fait, hein, pour se démarquer de la concurrence. Euh, Ce genre de business-là, qui finalement, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil, quels sont les leviers de croissance qui fonctionnent bien aujourd'hui pour acquérir des nouveaux clients? Il faut communiquer régulièrement et c'est toujours compliqué l'acquisition de clients, mais il faut communiquer régulièrement, il faut mettre en place des processus d'acquisition des clients, c'est-à-dire où est-ce que je vais trouver mes clients et comment est-ce que je m'intègre dans ce milieu-là. Et donc là, il y a une stratégie d'acquisition des clients que tu peux mettre en place qui dépend de chaque entreprise. Et je dirais que, en tout cas, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de contrôler, il y a toujours un contrôle qualité, tu dois toujours faire du travail de qualité, parce que c'est ton image, Mhm, et de fournir un peu plus que ce que tu as contractualisé, mhm, de sorte à être certain que le client soit vraiment satisfait du service, parce que quand il va parler de toi, il va te ramener des clients que tu as besoin de chercher, parce que dans un business plan, par exemple, on met toujours le coût d'acquisition du client. Combien ça me coûte d'acquérir un client? mhm. Et, quand tu regardes le coût d'acquisition du client, il peut être relativement élevé. Alors, est-ce que c'est rentable de le faire comme ça ou pas? Donc, il faut voir ça. Mais quand ils arrivent gratuitement, ben là, et ça, c'est avec le bouche à oreille qu'ils arrivent gratuitement. Et ça, tu l'as que si tu peux, si tu as une image de quelqu'un de sérieux qui fait du bon travail. C'est vrai, c'est vrai. Donc je dirais pas de sous-promettre, mais de sur-délivrer, quoi. À la fin, il y a un effet waouh parce que tu délivres beaucoup plus, tu fais une surprise positive, en fait. Ah oui, puis c'était même pas dans le contrat, et puis il y avait ça en plus. C'est vrai. C'est génial. C'est vrai. Et en psychologie humaine, ce qui fait la différence d'une expérience, c'est comment elle a commencé, donc l'onboarding du client, et comment elle s'est terminée. En fait, tout ce qui est au milieu, bah, bon, c'est important, mais en réalité, ce qui va rester dans la perception, c'est le début et la Mm. fin. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Quel est le rôle du réseau dans tout ça, dans la croissance, pour toi? Pour moi, le réseau, c'est pas des gens qui te disent, ah, j'aimerais me contacter sur LinkedIn puis que tu n'as jamais vu. Ça, j'accepte en général pas. C'est des gens que je connais, que je peux appeler, et puis on va boire un café et on parle de quelque chose. Et du coup, si tu as des gens comme ça dans ton réseau et que tu cherches des partenariats, ça va venir assez vite parce qu'on se connaît et parce qu'on sait qu'ensemble, ça va bien marcher. Mhm, mhm. Et après, ton réseau, il faut l'entretenir aussi. Donc, il faut il faut le stimuler tout le temps. Co- co- Pas en lui demandant des choses, mais plutôt en lui offrant des choses. Ah ouais, c'est absolument comme ça. Comment tu fais, toi, pour entretenir ce réseau ou dit différemment, quelqu'un qui pense ne pas avoir des réseaux parce qu'il a peut-être pas fait d'études ou il vient pas d'une famille très connue, j'en sais rien. C'est quoi une ou deux astuces pour se constituer et entretenir son réseau? Alors moi, alors par exemple, bah, si tu as une association, tu prends des responsabilités dans une association, tu vas automatiquement créer ton réseau parce que tu vas côtoyer les membres, tu vas pouvoir
Si tu prends une responsabilité, ben, tu vas peut-être organiser des événements, tu vas peut-être faire des choses pour le réseau, je veux dire un réseau, une association. Mhm. Et du coup, ben là, tu te fais des vraies connexions. Donc, tu dois le faire de manière active et proactive. C'est pas juste rencontrer des gens dans une soirée et puis tiens, on s'échange les cartes. Alors oui, on se connaît, mais non, on va certainement pas construire quelque chose tout d'un coup ensemble. Il va falloir aller un peu plus loin. Donc ça veut dire en one-to-one, faire en sorte de donner envie de te Ouais. rencontrer et puis donner de la valeur. Faire quelque chose ensemble, ouais. Mhm, Mm. mhm. Ouais, c'est un travail, le réseau, hein. C'est un gros Ouais, travail. ouais. On dit que ça met au moins minimum 1 année et demie, 2 ans pour commencer à avoir un réseau qui tient la route. C'est clair, Si tu pars de rien, si tu pars de rien. c'est clair. C'est comme pour beaucoup de choses, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. C'est pour ça que si on l'a pas fait, il faut commencer maintenant, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, Ouais. ouais, tu as raison, hein, la qualité d'un réseau prend du temps. On a parlé un tout petit peu d'entrepreneuriat, des choses qu'on pourrait croire lorsqu'on n'est pas entrepreneur, et puis des choses c'est mieux qu'on ne sait pas avant de l'être, enfin qu'on n'est pas conscient avant de le devenir. Comme ça, on se lance. Est-ce que, voilà, des fois, ça peut être difficile. Est-ce que toi, tu as des astuces ou c'est quoi ton secret pour te redonner de la force, du moral quand tu as l'impression que c'est difficile, que tout va mal? Comment tu fais? J'avais, ouais, il y a plusieurs choses en fait. D'abord, je pense que quand ça va mal et que tu as la pression qui est là sur toi, il faut en sortir. C'est-à-dire, il faut arrêter, faire autre chose. Mais ça, c'est pas possible quand tu es dedans, et donc il faut l'organiser avant. Et pendant ce temps-là, c'est impossible de penser à tes problèmes parce que tu as d'autres choses à faire et c'est que du plaisir. Donc ça, c'est des petites activités. On peut faire du kayak aussi avec des amis ou comme ça. Tu pars le soir, tu vas faire du kayak. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de totalement différent qui te coupe, que tu puisses revenir avec l'esprit un peu plus clair, un peu plus ouvert, parce que tu te rends compte quand tu es sous pression, que tu tournes en boucle et que tu fais des erreurs. Tu penses que des choses sont importantes alors qu'elles ne le sont pas, par exemple. Et du coup, tu vas perdre du temps alors que tu n'en as pas. Très Et donc, intéressant. euh, et donc, c'est important de couper. Merci de partager ça. Enfin, c'est mon, ex- Ah ouais. c'est mon expérience, en tout cas. Non, bah, merci de le C'est ce partager que parce que j'essaie de faire. c'est concret, l'importance de prendre la hauteur, littéralement, dans ton cas, en tout cas Ouais. de s'évader et de penser à autre chose. Et en parlant voilà, des croyances sur l'entrepreneuriat, à ton avis, c'est quoi le plus grand mythe ou l'idée reçue sur l'entrepreneuriat que tu as l'occasion de casser maintenant? Tu le connaître aussi, c'est de gagner beaucoup d'argent sans travailler. Alors ça, disons qu'en travaillant beaucoup, on peut effectivement gagner un peu d'argent. Mais C'est bien dit. c'est, ça se passe pas. Le mythe, là, il fonctionne pas. Oui, 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 oui. Et c'est vrai, ben c'est vrai que les gens qui ont gagné beaucoup d'argent en mettant de côté les héritages, souvent c'est parce qu'ils ont entrepris. Ça, c'est une réalité. Mais on a ce biais qu'on va voir cette minorité et on oublie que si on veut réussir, on oublie cette motivation parce que la réalité, c'est que statistiquement, tu as beaucoup plus je veux pas dire de chances, mais de risques de perdre du temps, des nerfs et de l'argent que de devenir riche. Ouais, c'est super dur de lancer son entreprise. Après, il y a des questions de moyens. Si tu as beaucoup de moyens, tu peux par exemple reprendre une entreprise Mhm. qui fonctionne avec ses clients, etc. Donc c'est une reprise d'entreprise. Et puis là, tu peux te planter, mais bon, tu as déjà des clients parce que la recherche de clients et le démarrage, et puis après tu te repositionnes dans ta création de valeur, dans qu'est-ce qui est en résonance avec le marché, etc. Ça prend du temps, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie où tu gagnes pas grand-chose, alors que si tu peux investir puis acheter une entreprise qui a déjà ses clients, déjà ses créations de valeur, et que tu peux exploiter puis après faire évoluer une fois que tu auras compris le marché comme tu as l'envie, bah oui, mais là il faut un peu des sous, quoi.
C'est vrai, c'est un bon point. Et il y en a qui entreprennent que comme ça, hein. Soit, bah d'ailleurs, oui, entreprennent quand même soit en lançant, en reprenant une franchise, soit en reprenant carrément une boîte c'est un peu comme construire. Je pense que si on ne sait pas faire de l'immobilier, c'est plus facile d'acheter un immeuble et puis de le retaper ou l'améliorer que de se dire, allez, maintenant je vais tout faire, les plans, Ouais, c'est ça. gérer les travaux, et puis voilà quoi. Et Bah, c'est un bon exemple en fait. Ça montre la différence d'énergie que tu dois mettre avant d'avoir un résultat. Je pense que la création d'entreprise, c'est un peu ça, hein. c'est clair, c'est clair. C'est juste que voilà, la satisfaction d'avoir construit son immeuble depuis zéro ou son entreprise depuis zéro, elle est différente. Je pense que voilà, ça dépend de Ah l'objectif oui, et voilà, ah oui, ah oui, ça c'est ouais, clair. ouais. Je fais partie des gens qui apprécient le chemin plus que la destination. Le chemin est la destination presque. Ouais. Mais ouais, non, c'est intéressant. Si on parle un petit peu de stratégie, parce que là, c'est vraiment ton métier, hein, Swiss Booster, c'est ton métier. La stratégie, en l'occurrence, toi, tu es spécialisé dans tout ce qui est innovation. Mais comment tu fais toi en général, ou comment tu as fait dans la vie pour prendre des décisions avec clarté? Il y a peut-être des éléments que tu nous as déjà donnés, mais si on fait un focus là-dessus, comment fait un entrepreneur pour prendre de bonnes décisions finalement avec clarté, avec de la data qui t'est chère d'ailleurs? Tu peux pas prendre des décisions si tu sais pas les conséquences de tes décisions. Et donc, pour moi, c'est important de bien connaître ton marché. Ça veut dire que tu peux payer pour faire avoir des études de marché, mais tu dois faire une partie du travail toi-même. Aller sur le terrain, voir les gens, échanger, pour sentir un peu comment ça se passe. Et puis, pour moi aussi, si tu as une vingtaine ou une quarantaine d'employés, ce qui reste encore bien gérable, tu peux tous les connaître et tu peux être à disposition pour aider, tu peux discuter pour voir quelles sont les problématiques rencontrées, comment ça se développe, pour que quand tu fasses par exemple, simplement faire des contrats ou des évolutions de l'entreprise, que tu saches tes points forts et tes points faibles en interne. Ça, c'est déjà fondamental. En pensant à ton parcours, tout ce que tu as fait ces années, bah, on comprend que tu es un homme qui sait bien gérer sa ressource la plus importante, son temps. Savoir s'organiser, Ouais. gérer son temps, c'est vraiment un énorme avantage, je pense. Est-ce que toi, tu crois en fait à la... Tu l'as un peu sous-entendu de ce que tu as dit, mais peut-être tu peux mettre des mots là-dessus. Est-ce que tu crois à la séparation entre vie privée, vie pro? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Ben, je pense que c'est de toute façon mélangé. Euh, mais il faut vraiment s'accorder des moments privés. Privé, ça peut être avec tes amis, ça peut être avec ta famille, mais où il n'y a que ça. Et comme c'est difficile, parce que tu ne peux pas t'empêcher de tergiverser toujours sur tes problématiques professionnelles, le mieux c'est de faire une activité qui te sort forcément de ton... Toi, si tu descends une rivière en kayak, tu ne peux pas penser à tes problèmes d'entreprise parce que tu dois réagir à chaque vague, à chaque virage. Et du coup, c'est de te mettre dans des situations où tu dois gérer ce que tu es en train de faire. Et tu peux le faire en équipe, ça, avec des amis, avec ta famille. Et ça, moi, j'organise des fois des sorties kayak avec des gamins. Ça te sort complètement de ton truc, quoi. Et ça, c'est un peu la seule méthode pour sortir de tes tracas quotidiens. Et le dimanche, peut-être que tu vas bosser sur ton entreprise. Mais Mais tu le feras avec des idées fraîches et pas sous le stress. oui, oui, oui. Oui, le conseil du sport revient vraiment très très souvent, mais c'est intéressant parce qu'il y a des sports, je sais pas si tu fais du vélo elliptique ou de la course, bah en fait tu peux penser à plein de trucs. Mais c'est intéressant la Exact. notion de sport dans lequel où tu es plongé, presque ta vie en dépend, sinon tu te chopes une balle dans la C'est figure ça. ou un miracle, ou ton avion il finit là où il devrait pas. C'est intéressant, c'est très intéressant où Ouais. tu te dis Ouais, je fais du VTT, du VTT mais le à VTT, VTT. VTT, du vélo Oui, oui, oui. tout-terrain. Et alors, à moins que tu descendes le Jura droit Ouais. dans les rivières, autrement, tu penses toujours à tes problèmes. Ça te sort pas
Ça te fait faire un peu d'exercice, donc ça fait du bien, Mhm. mais ça te sort pas de ton milieu, de ton quotidien. Ouais, ouais, ouais. Donc, Pour sortir du quotidien, il faut que tu aies d'autres attentions obligatoires qui te forcent à que tu ne puisses pas y penser. moi, je trouve vraiment, vraiment très, très intéressant parce que c'est pas juste bouger pour faire du sport, ce qui est essentiel, on est d'accord, mais d'occuper l'esprit avec quelque chose, en fait. D'occuper Ouais, c'est l'esprit avec ça. quelque chose. C'est vraiment excellent. Et comment tu fais, toi, Alain? Parce qu'on parle souvent de procrastination, puis tout le monde croit qu'il est ou qu'elle est procrastinateur. Pas tous, mais une grande partie de gens pensent avoir ce défaut-là. Mais en réalité, il me semble que la plupart des gens ont ce sentiment de procrastiner, de repousser au lendemain ce qu'ils auraient pu faire aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des conseils anti-procrastination? Mais en fait, il faut fixer des priorités. Donc, bah, pour moi, la première priorité, c'est le client. Donc, tu fais le job, tu réponds au client, tu fais en sorte qu'il soit satisfait. La deuxième, c'est de facturer le travail que tu as fait, Hmm. parce qu'il faut remplir la tirelire. Et puis tout le reste, ça doit venir après, parce que tu dépends un peu de ça, donc tu peux regarder les priorités par rapport à ta survie. Alors, tu dis une chose intéressante, tu mets client en premier, donc là, je pars du principe que tu parles des clients déjà acquis, donc en fait, c'est de Oui, produire pour livrer. Ensuite, tu parlais de facturer pour faire entrer du cash, ok, mais l'acquisition de clients, tu la mets où dans les priorités? bon, au début, tu n'as pas de clients, donc tu fais que de Oui. l'acquisition. Et après, quand tu commences à avoir des clients, il faut jamais lâcher les clients, donc c'est toujours la priorité. Il faut essayer, bah, si déjà tu as un bon site internet avec un bon SEO et que tu as des clients qui viennent tout seuls par ce biais-là, ben, il faut bien vérifier que tu sois toujours à jour de ce côté-là Mhm. pour que ça rentre. Euh, mais à mon avis, ça vient juste après, quoi. Mhm, mhm. Ça vient pas avant le client. Oui, 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 Surtout que le client t'a déjà payé pour l'obtenir, hein. oui. Donc, c'est pas le moment de le perdre, Non, hein. non, non. Tu vas pas payer deux Et fois, hein. surtout que ça sera beaucoup plus facile et moins cher de lui revendre quelque chose que d'acquérir un nouveau client. Donc, ça serait bête. Exactement, Voilà, exactement. ce qu'on a peut appeler la troisième vente, en fait. Enfin, la troisième conversion plutôt. Le client rachète, il devient ambassadeur. Donc ça, c'est encore mieux, il nous apporte d'autres clients. Est-ce que tu as des outils, un framework ou des petites astuces un jour, tu les as découverts et grâce à ça, tu les as mis en place et tu t'es dit, waouh, je gagne du temps ou je m'organise mieux. Voilà, un truc comme ça que tu pourrais partager avec nous. Euh, oui, bah déjà dans la gestion des emails ou des messages, Mhm, les trucs, c'est de dire, bah voilà, je fais ça le soir à 5 heures et la journée, je fais autre chose. Et j'ai jamais personne qui m'a insulté parce que j'ai répondu le soir à 5 heures et pas le matin à 9 heures. mhm. Les gens me disent toujours, ah, que j'étais hyper réactif, merci, merci d'avoir répondu si vite. C'est ce que je reçois. Donc, c'est pas la peine de répondre tout de suite. Et du coup, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, moi, je scanne. Enfin, maintenant, on reçoit tout par email, on a tout en numérique. Les factures, c'est du PDF, les contrats sont en PDF. Et c'est de les sauver. Moi, j'ai une structure où c'est que ça commence par la date à l'envers, puis je mets un petit underscore, je mets le nom du client ou le nom du fournisseur, puis après j'ai un petit underscore, puis je mets le prix, de quel chiffre on parle, et puis un underscore, et puis un commentaire qui dit ben, ce qu'il y a dans ce contrat ou facture, etc. Et je les classe comme ça dans les dossiers. Tu peux faire chaque année un nouveau dossier, tu peux faire un dossier client, un dossier machin. Et voilà. Et quand tu veux rechercher des données, avec l'explorateur Windows, il te suffit de taper la date, le nom du client ou du fournisseur ou la chose que tu as achetée et paf, ça sort tout seul. Et tu peux même utiliser les étoiles. Une étoile, c'est plusieurs caractères, on ne sait pas quoi. Et puis un point d'interrogation, c'est un caractère, on ne sait pas quoi. Donc tu peux affiner, mais ça je l'utilise presque jamais, mais tu peux encore affiner ta recherche. Et si tu fais bien cette structure, une simple structure de sauvegarde de tes dossiers, de tes documents, tu peux imaginer, moi je te fais en même pas une heure un logiciel qui va lire tous les noms de fichiers puis qui te les met dans une table Excel.
Et ensuite, tu peux les exporter dans une CRM. Excellent pour ces deux astuces très concrètes sur comment stocker les fichiers numériques. Et sur la première, la gestion des emails, j'aimerais revenir parce qu'il y a plein de gens qui se sont habitués parce que dans les années début 2000, 2010, l'informatique est arrivée, tout le monde a sur son plus de travail a un email. Puis quand on est salarié, peut-être ça fait partie de notre job de répondre tout de suite aux emails. Mais en fait, si on passe 3 heures par jour à faire des emails, on est en train de traiter les urgences des autres. Et comme tu dis, on peut extrêmement bien vivre en relevant ces emails juste une fois par jour et en répondant à ce qui est véritablement important pour son business. Donc ça, je pense, c'est un vrai game changer. Et si tu le dis aux employés, ils seront pas mal à l'aise de ne pas avoir répondu immédiatement. Exact, Parce que pour moi, le soir, c'est immédiat, quoi. C'est pas, t'as pas besoin de répondre dans la minute. c'est clair. Et du coup, le fait de leur donner la directive, bah, comme ça, bah, c'est la directive et c'est ici on fait comme ça et voilà. Très très bon point, très très bon point. Et si on a une équipe et tous les membres de notre équipe, ils améliorent leur propre productivité, ça peut avoir un effet incroyable sur l'entreprise. D'ailleurs, on va passer à ce volet, donc équipe, recrutement, délégation. Donc toi, actuellement, Ouais. dans ton activité actuelle, bah, tu démarres, enfin, si on veut, par rapport à ta carrière, hein, on peut dire. Donc, tu es solopreneur, on peut dire, mais tu as travaillé beaucoup en équipe, enfin, tu as de l'expérience là-dedans. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour mal recruter ou pour bien recruter? Erreurs à éviter et bonnes pratiques à appliquer pour bien recruter. Une des choses qu'on fait pour recruter les candidats pour le MBA, parce que je fais ça aussi, c'est il y a plusieurs critères. On regarde les intérêts que les gens ont pour faire cette formation. On regarde ce qu'ils pensent faire de cette formation après, comment ils organisent leur temps pendant la formation, Mhm. comment ils voient cette complexité, comment ça se passe à la famille. Enfin bon, là, c'est un peu plus large. Mais quand tu engages quelqu'un pour ton entreprise, tu peux aussi lui demander pourquoi est-ce que. Mais il faut pas le faire avec un questionnaire et puis des questions parce que c'est rébarbatif et tu n'auras pas les bonnes réponses. Mm. Il faut le faire dans une discussion ouverte. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette entreprise et comment vous vous voyez évoluer. Tu peux poser deux, trois problématiques. Moi, quand j'ai engagé des gens pour faire des sites Internet, par exemple, vu que j'avais un peu d'expérience, je leur posais des questions techniques pour voir si c'était pas si j'étais pas en train de me vendre un truc qu'ils ne savaient pas faire. Et ben, tu peux les glisser de manière tout à fait sympa dans la discussion, quoi. Et en même temps, parce que ce qui est cool de le faire comme ça, c'est que tu vois comment les gens se débrouillent dans les problématiques que tu poses. Et puis aussi, tu vois la relation que tu as avec eux, si c'est quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre ou que tu penses va bien s'entendre avec l'équipe. Mhm. Voilà. Et il ne faut pas garder les gens qui sont néfastes dans une équipe parce que sinon, personne ne va jamais bien s'entendre et ça va coûter ça la productivité. Mm. Donc il faut des gens qui s'intègrent et voilà, qui sont sympas, quoi. Tu sous-entends l'importance de savoir bah, licencier, de se séparer de personnes au bon moment pour pas que ça fasse un effet. En fait, je pense que l'esprit dans une équipe de travail, le bon esprit, où les gens se sentent bien, euh, le fait que toi, en tant que CEO, tu les supportes, que tu fais d'erreurs, c'est pas grave. On va chercher des solutions. On est là pour avancer et il y a rien des gens, il y a que ceux qui font rien qui font pas Mhm. d'erreurs et que les gens se sentent à l'aise, les mettre à l'aise dans leur travail. Ils vont être très performants Mhm. parce qu'ils vont le faire avec plaisir. Et si tu as une personne qui casse cette ambiance de travail, il ne faut pas la garder. Mhm. Il ne faut pas la garder parce que au niveau de la productivité, de l'ambiance générale, ça va détruire ton entreprise. Et donc c'est ça que je voulais dire parce que quand tu engages quelqu'un qui est encore tout frais, qui a l'envie de s'intégrer, qui a plein d'idées, et tu dis ah bah moi je le veux, il a l'air cool ce gars-là ou cette fille-là, et tu l'engages et puis derrière il y a une personne qui détruit tout, bah ça va pas C'est quoi. clair, c'est clair. C'est super important, hein.
Ne pas sous-estimer le pouvoir que peut avoir une personne sur l'équipe. Justement, sur les équipes, on va dire de taille petite, entre 5 et 15 personnes, qu'est-ce que tu aimes bien mettre en place pour que ça se passe bien, qu'il y ait de la cohésion, que tout le monde ait la même vision dans les grandes lignes? Est-ce que tu as des astuces à ce niveau-là? Faut jamais qu'il y ait deux personnes qui puissent prendre la même décision. Ça, c'est, en général, ça pose des Ok. problèmes. J'aime que les gens soient indépendants. Je leur laisse, ils doivent obtenir un résultat, faire quelque chose. Ils ont un cahier des charges. Et en fait, je les laisse libres de se débrouiller comme ils ont envie, de le faire comme ils sont à l'aise. Et je les aide si quelque chose, il y a une difficulté ou comme ça. Mais je suis plutôt là comme support, mais pas pour leur dire comment faire. Par contre, on va regarder le résultat. Ben, si ça correspond pas, pourquoi, comment on peut améliorer, Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Et mais les laisser libres et du coup, ils trouvent leur place et leur indépendance. Même ils peuvent travailler dans une équipe, hein, mais ils ont leur objectif chacun et ils sont libres de l'obtenir comme ils veulent. Ok. Et est-ce qu'en tant que manager, tu appliques le principe des OKR, donc des résultats clés, et des KPI auprès de, donc KPI, indicateurs de performance clés, auprès de chaque collaborateur que tu fixes tous les 6 mois, tous les 3 mois? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Tu as des astuces là autour de ça? Sans, il ne faut pas fliquer les gens ou les contrôler au jour le jour. Tu mets les objectifs, des objectifs qui peuvent atteindre, qui sont atteignables, clairement, hein. Et puis voilà, puis l'année d'après, tu regardes, ben, là, l'objectif n'était pas tout à fait atteint parce que si, parce que ça. Tu as peut-être besoin d'une formation, je sais pas, ou peut-être que tu devrais un peu moins te diversifier. Donc, ça, c'est un point à corriger. Et puis, tu gères comme ça et tu laisses les gens un peu libres de corriger eux-mêmes les choses. Mhm, mhm. Je suis pas très sévère, en fait. Par contre, quand ça marche pas, bah là, il y a une prise en main un peu différente. Ok, 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 ok. Alors, chez nous, on fonctionne un petit peu différemment. Bon, c'est une petite équipe, on est 6. Chaque membre de l'équipe, tous les 3 mois, propose un objectif principal, éventuellement un secondaire. Et si après, donc après, il est validé avec moi. Et si on valide l'objectif, on dit, OK, ça c'est l'objectif global. Comment on va mesurer une fois par mois qu'on est en train d'atteindre l'objectif? Puis donc, il y aura une ou plusieurs KPI, indicateurs, qui nous permettent au bout de 3 mois de dire on l'a atteint ou pas. Puis on fait après cette discussion tous les 3 mois. Mais moi, je tiens à ce que ce soit que ça vienne d'eux, en fait. C'est eux qui se fixent l'objectif. Ouais, c'est une bonne idée, hein. Mais voilà. Ça dépend du domaine, Oui, bien sûr, bien sûr. si tu peux faire ça ou pas. Mais oui, je pense que plus les gens sont indépendants et choisissent euh, un peu librement une partie au moins de ce qu'ils Mhm, font, plus ils seront à l'aise, quoi. mhm. Et plus tu vas bénéficier de leurs compétences. C'est ça. Parce que l'idée, c'est aussi de bénéficier des compétences des gens, quoi. C'est pas de leur dire comment faire. Si tu leur dis comment faire, puis que c'est pas comme ça qu'ils feraient, puis qu'ils comprennent pas très bien la méthode, ben, tu vas avoir des résultats C'est exécrables. ça. Du coup, qu'est-ce Ouais. que ça veut dire quoi, bien déléguer pour toi? Donc, par définition, tu délègues, c'est-à-dire tu ne vas pas intervenir parce que si tu es responsable de 5 personnes et que c'est toi qui fais le travail des 5, pourquoi est-ce qu'on a 5 personnes ici, quoi? Donc, l'idée, c'est que les gens avancent le plus librement possible, comme tu dis, avec des petits checks ou juste des discussions, comment ça avance, où on en est, mais pas prendre les décisions parce que c'est pas ton rôle. Mhm. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a comme la vision globale, il y a la vision extérieure de où on va, comment évolue le marché. C'est ça la responsabilité du cadre. Elle est au-dessus, elle est plus grosse. Si tu es responsable d'un département marketing, tu dois plus voir comment est-ce qu'on arrive à obtenir les objectifs marketing pour l'année et pas comment un tel doit faire son travail. Mhm. Euh, Clairement, clairement. Ça rejoint une question que je pensais te poser, c'est comment on fait pour ne pas travailler dans l'idéal dans son entreprise, mais sur son entreprise, sur son business et pas dedans. Ce fameux rêve de sortir de l'opérationnel. Ceci dit, il y a peut-être des choses qu'un dirigeant ou un responsable, un CEO ne peut pas déléguer.
À ton avis, c'est quoi qu'il ne faudrait jamais déléguer si on est fondateur, gérant d'une entreprise, d'une petite entreprise, hein? Bon, si tu as des actionnaires, il faut que tu maintiennes le contact avec les actionnaires. Ça, c'est super important. Et il ne faut pas entièrement déléguer la vision du marché. Mhm. Prendre une entreprise qui va te sortir un rapport de 30 pages sur le marché. Il faut mettre un peu les mains dedans, il faut le sentir, il faut sentir les choses. Ça, je pense qu'on peut déléguer partiellement, mais pas entièrement. Enfin, il faut en tout cas en faire une partie pour ressentir. Et puis, il faut toujours savoir comment ça tourne dans son entreprise, parce que, euh, admettons qu'on doit faire un nouveau contrat sur un nouveau projet, on ne va pas miser sur ses points faibles, on va viser sur ses forces. Et donc, ces forces, il faut les connaître. Et donc, il faut quand même un petit peu connaître ses employés, comment ça fonctionne dans les départements ou dans l'équipe. Peut-être manger avec les gens de temps en temps, ou quand il y a des sorties, y aller, pas dire ah, c'est une sortie avec les employés, pourquoi pas participer puis aller faire la fête aussi. Et pour garder toujours ce contact et pour que le dialogue soit toujours bien vu, bienveillant et pas contrôleur. Et comme ça, tu as une bonne idée de ce qui est possible d'accomplir et de ce qui l'est pas. À mon avis, ça fait partie aussi un peu du rôle de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bah, merci de partager tout ça. J'apprécie beaucoup le côté, oui, scientifique, structuré de tes réponses, mais aussi très, très humain. Et je pense que c'est très, très important. Merci beaucoup. Si quelqu'un t'a trouvé sympathique, veut te rencontrer, veut travailler avec toi, euh, pour te contacter, c'est quoi? C'est LinkedIn ou on va sur swiss-booster.ch? Qu'est-ce qui est mieux pour te contacter? Bah, LinkedIn, tu reçois un email, donc il n'y a pas de souci. Il faut juste expliquer un petit peu le Ah contexte. voilà. Non, mais parce que je reçois des mails tous les jours, des mails de gens qui veulent me vendre des trucs ou des contacts cachés dans LinkedIn. Puis dès que tu dis oui, ils te balancent tout le truc. Tu es là, bon, moi, j'aurais peut-être pas dû dire On oui. connaît. Euh, donc voilà, je suis un peu prudent, mais si tu dis, ah, mais je t'ai vu dans l'émission cartonné, c'était intéressant, est-ce qu'on peut boire un café? À tous les coups, la réponse c'est oui. Moi, je suis toujours ouvert pour aller boire un café, toujours. Ok, ok, super. Alors on mettra le lien vers ton profil LinkedIn, mais aussi vers ton site web. On le mettra en bas de l'épisode pour ceux qui veulent contacter Alain. Ok. Et bah voilà, on arrive à nos deux questions signature. Tu peux répondre vraiment comme tu veux. Ça peut être pro, pas pro, c'est comme tu veux. Alain, est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire que tu n'as pas encore vécue, euh, qui peut être extraordinaire à tes yeux, hein, pas forcément un truc de fou, mais qui pour toi est une chose que tu n'as pas encore vécue, que tu aimerais bien vivre un jour? Euh, J'aimerais. Moi, j'ai hyper l'envie de traverser l'Afrique en véhicule tout-terrain, du nord au sud, de 2, 3 mois, plutôt 3 mois, je pense. Et voilà, mais de prendre le temps, de rencontrer les gens, et aussi là, évidemment la conduite, pas de faire ça par les routes, mais en hors-piste, quoi. Waouh, magnifique. Alors là, Ça a toujours été ma passion, le désert, l'aventure, me confronter aux éléments. Donc, j'ai énormément de plaisir à faire ça. Et puis, j'ai énormément de plaisir aussi à rencontrer des gens très différents de moi et qui finalement sont pas si différents que ça, parce qu'on a tous les mêmes besoins, les mêmes envies, mais dans des cultures différentes et qui les expriment autrement. Et je trouve que c'est des très belles, des très beaux échanges. c'est un très beau projet, Voilà, c'est un très beau projet qui m'a l'air réaliste et je absolument. souhaite de tout cœur que tu vas l'accomplir. Et peut-être je t'invite, quand tu Merci. l'auras fait, de revenir ici pour nous dire, ça y est, je l'ai fait. Viens en bas de la vidéo, si tu la retrouves sur YouTube, tu laisses un commentaire, tu dis c'est fait. Hein. Même on t'encourage à mettre les premières briques pour le concrétiser. D'ailleurs, tu as déjà Carto Pro, donc déjà, tu as déjà l'outil. Exactement. J'ai déjà une base. Super, Alain. Et la dernière question, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, selon toi, réussir sa vie? Euh, je vais répondre simplement. Je pense que réussir sa vie, c'est déjà rester toujours en phase avec ses valeurs,
En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis de ne pas se laisser embarquer dans des projets qui sont absurdes et qui ne correspondent pas à ses valeurs. Et ça, on est toujours sous la tentation, il y a toujours des trucs. Et si tu respectes tes valeurs, je pense que tu vis bien. Absolument. Alain Ségrist, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces trois choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami, une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur. Tout simplement, tu appuies sur le bouton partager ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose qu'on t'invite à faire, attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah ben non, mais c'est clair. Peut-être que pendant l'épisode, tu as pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant, et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre, et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.